Hello à tous. Alors je fais tout de suite un petit disclaimer. Je crois que dans cette vidéo, je ne vais pas forcément me faire d'amis parce que j'ai un protocole particulier sur la périimplantite et je suis trop content qu'on en parle ensemble et je suis content aussi si ça lance le débat. Donc évidemment, avant de vous parler de la périimplantite, je suis allé un petit peu regarder dans la littérature ce qui se passait et j'ai commencé en lisant les méta-analyses à avoir la sensation que il y avait un peu une arnaque derrière le traitement de la périimplantite. Je me suis dit en fait, est-ce que cette histoire de périimplantite, c'est pas un peu un problème d'ego mal placé? Parce que je me suis rendu compte qu'on a tous beaucoup plus de facilité à dire à un patient bon bah voilà, malheureusement, votre implant, il a une périimplantite, il faut l'enlever quand c'est un implant qu'on n'a pas mis, quand c'est l'implant d'un confrère, alors que quand c'est notre implant, on a tendance à essayer de lutter envers et contre tous pour le sauver. Et je me dis, il faut qu'on arrive à avoir la même approche, peu importe qui a mis l'implant, quoi. Donc, quand on regarde de plus près ces études, il ressort un truc classique, c'est que le critère solide qui est analysé, c'est le taux de survie de l'implant. C'est-à-dire, est-ce que plusieurs années plus tard, l'implant est encore présent? Et là, c'est vrai que quand on met en place un protocole adapté, c'est-à-dire du laser, du polissage, des antibiotiques, des membranes, de la poudre de perlimpinpin, oui, le taux de succès est important. Le taux de survie, pardon. Vous voyez, c'est l'erreur classique. J'ai fait le quiproquo. Le taux de survie est important. Il est de 80%. Ça veut dire que quelques années plus tard, l'implant, dans 80% des cas, il est encore dans la bouche du patient. Mais ça, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux de succès. C'est-à-dire, est-ce que cet implant, des années plus tard, est-ce qu'il saigne, est-ce qu'il y a du pus, ou est-ce qu'il fait mal? Et là, le taux tombe à 34%. C'est-à-dire, 2 implants sur 3, des années plus tard, sont encore problématiques, sont encore symptomatiques. Et ça, c'est quelque chose que je trouve difficilement acceptable, à la fois pour nos patients, à la fois pour nous, parce que je trouve que laisser des bombes à retardement comme ça dans la bouche d'un patient, ben c'est frustrant. Lui, il ne sait pas quand est-ce que ça va se réactiver. Nous non plus. En général, c'est le patient qu'on voit le lundi matin, quand on est dans le jus, on voit Madame Machin, on se dit putain, c'est encore l'implant qui est en train de beurrer, alors que ça fait 3 fois qu'on y retourne, qu'on lève un lambeau, qu'on gratte, qu'on machin. C'est pour ça que moi, j'ai un protocole qui est binaire en fait. Je diagnostique une périimplantite, c'est-à-dire je vois qu'il y a des spires qui sont exposées radiologiquement. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que cet implant il fait mal? Est-ce qu'il y a du pus? Est-ce que c'est inflammatoire? Si la réponse est oui, eh bien je suis assez drastique. J'enlève l'implant. Alors là, j'ai essayé de vous trouver une photo d'un implant qui pourrait être considéré à un stade un peu précoce de périimplantite. Ben voilà, ici il y a 2-3 spires qui sont exposés. On a encore un réservoir ici vraiment d'ostéo-intégration qui est majeur. Mais je me dis, cet implant, je vais mettre du temps, de l'énergie pour le patient et on ne sait pas quand est-ce que ça va rebeurrer, pardon. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'on sait que la périimplantite, c'est quelque chose qui est plurifactoriel. Donc au moment où l'implant beurre, ça peut être difficile de trouver vraiment la cause de l'échec. Et du coup, ben, quand on essaye de sauver l'implant, ben, on enlève les symptômes justement, mais on n'arrive pas à solutionner la cause. Donc est-ce que c'est occlusal? Est-ce que c'est le positionnement 3D? Est-ce que c'est un problème d'étanchéité de la connectique? Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Je trouve qu'on va diminuer notre charge mentale et celle du patient aussi en enlevant l'implant. Et je vais vous montrer mon protocole juste après avec des vidéos pour vous montrer comment j'enlève l'implant. Alors, je ne suis pas toujours extrême. Si évidemment je fais une découverte, disons fortuite d'une périimplantite, donc il y a des spires qui sont exposées, je préviens le patient et je mets en place un protocole de maintenance qui est adapté. Donc en général, des brossettes, on vient bien dégager, on vient bien nettoyer et on surveille l'évolution de cet implant. Mais par contre, le jour où il tombe dans la case symptômes, eh bien, malheureusement, on l'enlève aussi, avec le protocole que je vais vous décrire. J'ai quand même la sensation que ces périimplantites stables, on va plutôt dire une résorption osseuse stable, donc il n'y a pas d'état inflammatoire, c'est plutôt les implants d'ancienne génération. C'est vrai que j'ai l'impression que les implants de nouvelle génération ont tendance à faire moins ce phénomène de cratérisation. On parlait un peu avant de cratérisation physiopathologique. Mais par contre, quand ça merde, les implants modernes, ça merde grave, quoi. Donc je pense qu'il faut agir d'ailleurs assez rapidement quand vous avez une périimplantite et pas faire l'autruche. Ici, je vous ai préparé une petite vidéo. Alors attendez, je vais passer plutôt là, comme ça je pourrais faire pause. Ici, j'ai un implant à déposer et j'utilise du coup des trépans. Les trépans, c'est finalement des scie cloches, hein. On va venir en porte-piécer, si on peut dire, l'implant. Donc je choisis un trépan qui fait la taille exacte de l'implant. Il faut que ça vienne vraiment lécher les parois de l'implant pour évidemment faire le moins de dégâts possible. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu flipper au tout début quand on l'a jamais fait. En fait, ça se fait hyper bien. On se met au-dessus de l'implant.
Et on va vraiment se laisser, est-ce qu'on va le revoir là, je sais pas. Non, ça c'est le spoiler d'après. On va vraiment se laisser guider par l'implant. Il faut vraiment imaginer que bah, l'implant c'est quand même extra solide. Quand on essaye de couper une couronne métal en deux, il faut quand même appuyer très fort. Donc c'est pareil pour un implant. Je me mets au début de l'implant, je vais à 1500 tours minute et bah, je commence à descendre le long de l'implant en visualisant mentalement l'axe et puis je vais descendre le long et en fait on se laisse guider. Et on n'hésite pas, je vais jusqu'à l'apex de l'implant en fait. Alors je fais juste attention s'il y a des structures anatomiques nobles, un sinus, un nerf, etc. à peut-être m'arrêter à 1 mm avant pour ne pas prendre de risques. Mais on va vraiment créer, on va enlever l'os qui est tout autour de l'implant, mais sur une très fine couche. Et ensuite j'utilise un petit élévateur. Donc est-ce qu'on va le voir ici? Je me loge le long de ce petit trou, de ce petit gap que j'ai créé, et tout doucement il va venir. Alors est-ce qu'on le voit? Oui, regardez, ça commence à bouger. Hop, j'essaie d'accélérer. Bon bref, faites-moi confiance, ça bouge. Et on l'enlève juste après avec une petite pince bouge. Ce que je voulais vous montrer, voilà, on va le voir là. On le voit pas bien, alors je l'ai sur une autre photo. Je pense sur un slide d'après. Ouais, voilà, c'est top. Ici, on voit bien que ça, c'est un implant qui avait de l'os quasiment jusqu'en haut. Justement, je vous ai pris un cas un peu extrême. Ça enlève vraiment juste une pellicule d'os, quoi. C'est-à-dire, on fait très 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 peu de dégâts. On a l'impression que quand on sort un trépan, on va tout dézinguer. C'est pas vrai, ça reste un truc quand même assez soft. Et d'ailleurs, on le voit quand on vient juste ici. Oh, ouais, nickel. On le voit là, 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 là. Vous voyez, là, on a enlevé l'implant. Bon, bah, ça fait un trou d'un diamètre relativement normal. C'est d'ailleurs aussi pour ça que moi, je ne pose pas d'implant de plus de 4 mm, parce que je veux que si un jour je dois le déposer, malheureusement, cet implant, bah, je puisse avoir encore un réservoir osseux tout autour de cet implant. Une fois que j'ai déposé, alors là, je ne l'ai pas en vidéo, je viens systématiquement combler avec du biobank, donc je mets de l'os halogénique, que je viens bien tasser à l'intérieur, et je referme berge à berge. J'attends 6 mois et je repose un implant dedans. Voilà les amis, c'était du coup ma vision des choses. Je sais qu'elle ne fait pas forcément l'unanimité. Moi je serais trop content qu'on en parle tous ensemble. Donc n'hésitez pas à répondre directement dans le canal à cette vidéo. Sinon faites-moi des DM quand il y a des questions qui sont récurrentes. Je relance le débat avec tout le monde. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.